Rose Vernet, je travaille pour les éditions Actes Sud. J'ai noué une amitié avec ce jeune homme qui s'appelle Serge Reliant il y a quelques années. Voilà. Et depuis, on essaye de faire des liens entre des auteurs, des savoirs et des jeunes. Parce que moi, je pense qu'au-delà d'être maman et d'avoir 2 enfants qui ont 22 et 25 ans, je pense que c'est extrêmement important que ces mondes-là se rencontrent. Et en fait, on a la chance que vous êtes enseignants, vous les rencontrez, mais la plupart des auteurs qui viennent à Lille ne sont pas enseignants et donc n'ont pas l'occasion de discuter avec des plus jeunes qui ont des questions, des préoccupations, et c'est bien normal de venir à votre rencontre. Alors, donc on est là dans le cadre d'une collection qu'on a lancée au mois de mars qui s'appelle Système Terre. Cette collection, elle est dirigée par Nathanaël Wallenhorst, qui est doyen à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Et bien entendu, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu as demandé aux éditions Actes Sud d'éditer cette grande collection. Eh ben donc bonsoir. Moi, c'était un petit truc que j'avais en tête. La forme a un peu changé, mais c'était un rêve que j'avais depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire, j'ai à un moment donné, ma route a croisé celle d'un terme, d'un mot, anthropocène, qui est un mot qui est travaillé dans la littérature scientifique. Et puis, du coup, j'ai commencé à lire tout un tas d'articles scientifiques qui parlaient de l'anthropocène. Et ça m'a beaucoup fait quelque chose. Enfin, ça m'a altéré. Bon, ça m'a fait souffrir, mais ça, à la limite, c'est mon problème. Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai compris que le sol que je foulais de mes pieds, il était beaucoup plus vulnérable, fragile et beaucoup moins stable que ce que je pensais, quoi. Et puis après, à partir de là, c'est venu aussi transformer la façon de voir, comprendre la société, le monde, de me projeter dans l'avenir, etc. Et à chaque fois que je lisais ces articles-là, alors certains peut-être plus que d'autres, mais je me disais, bon sang, mais c'est pas possible. En fait, c'est tout le monde devrait lire ces articles-là. Ça devrait faire partie de notre cursus scolaire au même titre que les maths, le français, etc. Et voilà. Et donc je me disais, mais il faut les traduire parce qu'ils sont en anglais. Moi-même, je suis pas bien fort en anglais, mais voilà. Du coup, j'essayais de lire ces articles-là. Je me disais, il faut les traduire et puis il faut les mettre dans un endroit dans la cité quelque part, enfin je sais pas, faudrait faire une place, les mettre, qu'on puisse les consulter sur cette place, enfin j'en sais rien, enfin bref, espèce de truc un peu à la patrimoine mondial de l'UNESCO, enfin voilà, et puis qu'on construise un peu la cité autour à partir de là, bref. Et voilà, et puis donc un jour, un soir, je passe un coup de fil à non mais bref, je me souviens, non, je me souviens de où j'étais. J'étais à Paris. Je me souviens de où j'étais quand je t'ai appelé. Et donc du coup, je t'ai dit un mot sur mais il faudrait lancer une collection de traductions de ces articles. Et puis la semaine d'après, hop, tu avais organisé un rendez-vous avec Stéphane, un autre éditeur, et puis avec Anne-Sylvie qui est directrice de la collection, ouais, présidente. Et puis d'emblée, donc une semaine après avoir juste dit tiens François, il faudrait faire ça, ce serait sympa. Une semaine après, il y avait donc la présidente qui disait on y va. Et puis c'est elle qui a lancé, on réfléchissait à des noms et puis qui non mais Système Terre c'est bien, on y va. Pouf, et puis voilà. Et donc cette collection, elle a 2 faces, on va dire. Fondamentalement, l'idée c'est de regarder l'avenir à partir de 2 faces. La face science, c'est-à-dire que nous dit les travaux scientifiques, et puis après, qu'est-ce qu'on se dit nous comme citoyens à partir de ça. Et donc, première partie, traduction d'un article scientifique. Deuxième partie, une analyse, interprétation par les chercheurs francophones qu'on représente. Voilà. Peut-être que ce qui est important de dire, c'est que dans ton histoire de Système Terre, c'est un triptyque. Moi, je dis avec mes mots, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas enseignante, voilà, je suis juste vulgarisatrice. On est vraiment dans le climat, dans tout ce qui est autour de la biodiversité au sens large et dans ce qui fait société, en fait. Et donc, toute l'idée, c'est vraiment d'aller à chaque fois chercher des articles qui sont fondateurs, qui n'ont pas été traduits, c'est ça l'idée, et de les porter à la connaissance. Voilà, donc pour l'instant, on a un biodiv, c'est ça, un climat, 2 climats et un société. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, je ne sais pas si on va arriver à tenir le truc jusqu'au bout, mais l'idée, c'était de se dire, le système Terre, c'est la résulte. Donc en gros, c'est un mot scientifique qui veut dire la Terre
appréhender dans toute sa complexité. Et si on la réduit un peu, cette complexité, on peut dire que c'est la résultante du climat, des écosystèmes de la biosphère et des sociétés. Et il y a 3 processus à cet endroit-là. Le climat, il s'emballe. Les écosystèmes de la biosphère, ils s'effondrent. Nos sociétés, on accélère. Et donc, ça fait un espèce de tourbillon comme ça, de truc infernal. Et l'idée, de vortex. Et l'idée, c'est de prendre de la distance par rapport à ça, le mettre un peu à distance, le penser pour pouvoir après le contenir, agir sur lui, quoi. Et dans l'idée générale, enfin, l'idée comment dire, dans le principe de base de la collection, je ne sais pas trop comment dire, c'était d'abord un truc climat, puis biosphère, puis société, et après, pouf. Et donc, en fait, ça faisait climat, biosphère, société, climat. Puis après, il y a biosphère, société. Bon, je ne sais pas si on va réussir à tenir le truc pile comme ça, mais en tout cas, c'était le principe, quoi. Voilà. Super. Et alors, je veux bien que chacun d'entre vous, de manière brève, non, je ne sais pas comment on dit, brièvement, allez, vous nous disiez pourquoi vous avez choisi, enfin, l'article que vous avez choisi, pourquoi. Peut-être on commence par Dominique, parce que c'est toi qui avais fini tout à l'heure. Et voilà. Et surtout, l'année, je pense ce qui est important, c'est parce qu'il y a certains articles qui sont hyper anciens, en fait, entre guillemets, ils n'ont pas été publiés l'année dernière. Et c'est pas grave qu'ils soient anciens, en fait. L'idée, c'était vraiment de porter à la connaissance, parce que c'est un des articles fondateurs qui permet vraiment. Alors, moi, l'idée, c'était pas l'article, celui de Catherine Richardson et ses co-auteurs, c'était le sujet. C'était les limites planétaires. Et donc, c'est pas que le climat, justement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ensemble des entrées pour comprendre la glissade, l'embardée dans laquelle on se trouve. Et justement, bien sûr, le climat, c'est extrêmement important. Mais là, j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais si on prend, par exemple, dans les solutions techniques, on n'en parle plus du tout maintenant, des émissions négatives, par exemple. L'idée, c'était de faire la quasi-totalité de l'électricité avec des plantes, du biscanthus, des arbres à croissance rapide, et le carbone qui s'échappait des chaudières, tu le reprenais, tu le solidifiais, et puis tu allais le coller dans les trucs. Enfin, tu dézinguais complètement la biodiversité pour prétendument sauver le climat. C'était vraiment le truc de Shadok total, quoi. Et donc, le référentiel des limites planétaires, ça permet de montrer que ce genre de solution est idiote. Et c'est aussi ce qui m'intéressait dans le thème des limites planétaires. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça ok, c'est scientifique, on nous montre des faits, des mécanismes, mais qu'est-ce que j'en fais pour la société ? Et là, ce qui me semblait aussi important de montrer, c'était pour moi l'intérêt de ce référentiel, que on pète la Terre, c'est parce qu'on est trop nombreux et parce qu'on est trop riche. Voilà. Et ça, c'était l'idée fondamentale. Et quelles étaient les conditions pour qu'on puisse accepter d'être moins nombreux et d'être moins riches ? En gros, je simplifie, mais en gros, c'est ça. Bon. Valérie ? C'est un Suisse qui vous parle. Oui. Alors, moi, c'est une dauphinoise qui vous parle, de Dauphine, donc c'est pas... Je crois que c'est pas très loin. Hein. Non, on est d'accord. Mais, donc je parle sobriété. Donc sobriété matérielle, non, mais le choix de l'article, 2 critères. Moi, c'est un peu comme Dominique, dans le sens où c'est plutôt le sujet qui m'a conduit à choisir cet article-là, parce que j'ai trouvé qu'il était très pédagogique. Parce qu'en plus, il était certes en anglais, on l'a fait traduire, mais quand même, c'est un article scientifique écrit par une philosophe politique, mais quand même qui a vraiment une vertu, je trouvais, pédagogique, ce qui n'est pas toujours le cas dans les articles de recherche scientifique. Donc, et même si je le trouve quand même un peu ardu, je trouvais que voilà, elle expliquait assez clairement son propos, et le propos qu'on retrouvait évidemment dans toutes les théories de la justice sociale, enfin pas toutes, mais c'est au cœur des débats sur la théorie de la justice sociale, c'est la différence entre l'égalitarisme, est-ce qu'il faut donner la même chose à tout le monde, ou est-ce qu'il faut différencier selon quels critères. Et je trouvais qu'elle expliquait extrêmement bien 2 positions, la position de John Rawls, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je ne voulais pas être trop longue, et la position d'Amartya Sen. Et en gros, John Rawls il dit, nous, non, il faut donner la même chose à tout le monde, et Amartya Sen dit, mais surtout pas, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, c'est pas du tout efficace, c'est pas comme ça qu'on éradique et les inégalités et qu'on remet la justice sociale. La seule façon, c'est de s'interroger sur la possibilité réelle de faire les choses et d'agir et de faire, etc. Donc, ouais, je trouvais que ça synthétisait extrêmement bien un des débats sur la justice sociale, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs. C'était mon schéma très horrible de tout à l'heure, mais c'était vraiment pour dire qu'il y a beaucoup de courants théoriques. Et voilà, c'est vraiment ces 2 critères-là, en fait, que j'ai trouvé intéressant, cette articulation et ce débat.
comment on fait justice sociale et est-ce que de donner la même chose à tout le monde, ça permet la justice sociale? Bonsoir. L'article, c'est trois auteurs, c'est 3 écologues. C'est Bellos, Dirzo et Paul Ehrlich. Et l'intérêt de l'article, c'est qu'il fait un état des lieux de l'effondrement de la biodiversité, de la 6e extinction. Et eux, ils ne la posent plus comme une hypothèse, mais comme un dispositif en cours de réalisation. Et la question qu'il pose, c'est le lien avec, c'est le sous-titre, la survie de l'humanité. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est à partir de quel moment la destruction du monde vivant, finalement, témoigne de notre dépendance à l'égard du monde vivant. Et donc, on inverse complètement la logique. En gros, ce qui est intéressant, c'est de partir d'une approche anthropocentrique, enfin, l'homme au cœur du dispositif, hein, c'est la science classique. On va réguler le climat. Je suis prof à AgroParisTech et l'ancienne devise d'AgroParisTech, c'était gérer le vivant. Imaginez la prétention scientifique et intellectuelle. Et ce qui est intéressant dans cette prétention, ça a révélé la toute-puissance de l'humanité. Et là, à un moment donné, on se dit, on a tellement déconné avec le vivant qu'il est en train de se détruire. Nous le détruisons, hein, ce n'est pas un processus spontané. Et ça engage la survie de l'humanité. Et donc, ça renverse la logique. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce renversement, dans l'article, il termine sur des propositions politiques. Et ces propositions politiques, il faut éduquer, il faut changer les dirigeants, il faut avoir comme priorité sauver ce qui peut être encore sauvé, etc. Donc, il y avait un constat scientifique, une proposition, mais à partir de la destruction irréversible du vivant. Et donc, ça nécessitait un état d'urgence de la décision politique. Et en tant que politique, parce que je suis prof de sciences politiques, c'était intéressant de voir que la science politique devait s'interroger désormais, non pas simplement sur comment on va organiser même des sociétés justes. Hein. La question me paraît un peu obsolète maintenant. C'est comment on va réussir à préserver la survie de l'humanité en tenant compte des autres acteurs, les non-humains, dans l'équation de la négociation politique. Et puis, moi, l'article que j'ai choisi, c'est un article de Will Stephen et des collègues qu'ils ont publié en 2018. Ça s'appelle « Les trajectoires du système Terre dans l'Anthropocène ». Et ce que j'ai trouvé vraiment marquant dans cet article, c'est qu'il rend très visible et sensible la question des risques, et des risques pour les sociétés si on poursuit sur notre trajectoire climatique. En gros, le truc, il nous dit, ça fait 2 millions d'années qu'il y a une alternance entre des moments glaciaires et interglaciaires, comme ça. Là, on est dans un interglaciaire. Et en fait, au lieu de revenir dans un glaciaire, hop, on sort du truc. Donc en gros, on a fait ça. Et là, on fait ça, et hop, on en est là. Et ce qu'il nous dit, c'est que si ça continue, le truc, il va durer comme ça un bon petit moment et il va pas se stabiliser de sitôt. Même si on arrêtait d'émettre, nous, des gaz à effet de serre, etc., le truc se stabiliserait. Alors, il ne précise pas exactement, mais bon, on peut aisément imaginer vers les 5, peut-être même 8. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de la Terre déjà bien avant que Homo sapiens n'arrive. Et donc, ça, c'est un truc où ça rend vraiment visible l'ampleur du risque pour nos sociétés. Et donc, c'était ça la raison. Et puis derrière, ça justifie, c'est-à-dire la connaissance de ce risque-là, il justifie des solutions, des propositions qui soient vraiment radicales. Radicales, à aucun moment j'entends violent. Enfin, moi, je suis un éducateur, donc l'objectif, c'est vraiment faire front face à la violence. C'est ne jamais jouer le jeu de la violence. Mais par contre, avec une profondeur dans les décisions qu'on a à prendre ensemble comme société, c'est autre chose que le pipi de chat qu'on nous sert en permanence, quoi. Moi, je trouve vraiment que la collection, elle est au croisement de plusieurs choses. Il y a à la fois cette approche scientifique, il y a à la fois l'approche éducative, vous êtes tous les 4 ou avez été enseignants, et à la fois l'approche sociétale. C'est-à-dire que dans ce que vous avez tous les 4 témoigné cet après-midi, on voit bien que finalement le citoyen a quand même son rôle dans tout ça. Et moi, une de mes questions, c'est comment est-ce qu'on fait pour que finalement les sciences, dans la plus belle acception qu'on peut, et les scientifiques redeviennent désirables, qu'on les croit, qu'on ait besoin d'eux. Après, ils ne sont pas tous, on va dire, forcément peut-être crédibles, mais en tous les cas, comment est-ce qu'on renoue ce lien,
cette relation entre les sciences, le savoir et le citoyen. Moi, Vas-y. non, mais juste un tout. Honneur aux Angevins. En 30 secondes. Parce que du coup, ça... On a le temps, c'est pas avant 20h qu'on mange. Le mensonge, ça fait partie de... Bon, parce que c'est un élément qui est à l'origine de la collection. Moi, si on me dit « Ah non, mais vraiment, il faut que tu crois tel truc ou tel machin ou je sais pas quoi », en tout cas, moi, mon réflexe premier, c'est que je ne vais pas croire. Et l'idée, c'est, à un moment donné, parce que, évidemment, tu as des types qui te disent, les scientifiques, ils disent que, et puis après, tu as d'autres types qui te disent, en fait, les scientifiques, ils disent que pas. Et au final, va voir, quoi. Voilà. Et va voir, il faut juste être un tout petit peu orienté, et c'est un peu comment dire, l'intention de chacun de nos petits livres, c'est d'orienter dans cet ensemble du savoir. Mais aller voir, ça veut dire faire un effort, cher ami. Ça veut dire, et donc là, on est dans une autre société. Enfin, je veux dire, je pense que tes enfants, ils ont à peu près le même âge que les miens. On n'est pas dans une société où on pousse à faire l'effort, tu vois. Et donc l'idée, nous, c'était de rendre accessible en traduisant, pour déjà enlever et gommer cette difficulté que d'avoir accès à une langue qu'on comprend moins bien. Mais voilà, il faut avoir envie de sortir d'un quotidien et de vraiment se... Toute la durée comment dire, de maturation, ça a mis 2 ans la collection avant que oui, et puis Valérie, bref, non, je rigole, bref, parce que les processus il nous a fallu 2 ans, on pensait qu'au bout d'1 an tout serait finalisé, les livres seraient sortis, ça a mis 2 ans, bref. Moi j'avais en tête une scène d'un film, un film qui a été fait sur Hannah Arendt, où c'est Hannah Arendt, donc bref, une poétesse du XXe siècle, elle a couvert le procès d'Eichmann à Jérusalem, et à un moment donné, dans un film qui a été fait sur Arendt il y a 15 ans ou un truc comme ça, on la voit, elle est chez son éditeur, le New Yorker, à New York, où elle a écrit plusieurs articles, etc. Et Arendt, c'est une théoricienne, quoi, voilà. Et puis formée par une culture classique, donc en fait, elle maîtrise bien le grec et le latin. Et régulièrement, dans ses textes, voilà, elle s'appuie sur des choses écrites en grec, en latin et tout. Et voilà, l'éditeur du New Yorker, ils disent, écoutez, Madame Arendt, en fait, notre lectorat ne connaît pas le grec et le latin, donc si vous pouviez, voilà, l'écrire en anglais, quoi. Et là, il y a la caméra sur elle, et elle dit qu'ils apprennent. Et pouf, et elle passe à la suite. Basta. Et en fait, voilà, tu connais rien, on s'en fout, tu te bouges, et puis basta. Bon. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait un problème général science-société. Je pense que les étudiants, pour eux, il n'y a aucun doute. Enfin, ils sont baignés dedans, ils voient très bien la rigueur des disciplines et qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Le problème, c'est le monde adulte, en fait. Hein. Et c'est les conséquences de l'immersion dans les réseaux sociaux, les médias des milliardaires. Effectivement, c'est absolument effrayant de bêtises et de conneries. Mais voilà, alors après, est-ce que à partir de combien d'années un étudiant devient con? Je ne sais pas. C'est certainement pas en sortant de l'université. Ça, voilà, à un moment donné, on en prend tellement plein la figure, on est tellement immergé dans une bêtise, on part. Mais voilà, je ne sais pas. Mais c'est pas un problème, si tu veux, avec nos étudiants. Alors là, moi, je vois mes 3 enfants, je les ai eus tard, les amis, donc ils ont entre 25 et 30 ans. Je veux dire, ils sont tous scientifiques, d'ailleurs, au sens sciences dures. Je veux dire, on va pas leur raconter n'importe quoi. Les conneries des politiques sur le climat ou sur d'autres, pour eux, c'est pitoyable. C'est totalement pitoyable. Non, mais une question qu'on peut se poser, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas dans le déni parce qu'en fait, on veut plus voir? Enfin, je pense qu'il y a une partie de la population qui préfère... enfin, voilà, je veux dire, honnêtement, si on vous dit demain, qu'est-ce que je fais pour enrayer l'emballement climatique, faire en sorte que la biodiversité arrête de disparaître et pour qu'on soit dans la sobriété heureuse, comme dirait mon ami Pierre Rabhi, on n'a pas 14 milliards de solutions. Voilà, c'est très anxiogène et donc c'est vrai que de vivre avec ça au quotidien, on a plus envie de regarder quelque chose qui nous permet de nous évader ou de faire autre chose.
Non, ça si tu veux, c'est normal. Mais en fait, les médias, ils ont pris le parti pris. Alors, l'attitude de Hannah Arendt, elle est quand même assez arrogante. Mais les médias ont pris le parti pris rigoureusement inverse. C'est-à-dire, il faut tout faire pour que les gens n'aient jamais à réfléchir. Et en fait, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Dans les grands médias, tu dois expliquer des trucs très compliqués en 2 minutes. Tu n'y arrives pas. Et on voit ça avec le cinéma. Moi, je me souviens une fois, mes enfants, je leur avais montré un vieux film, La prise de pouvoir de Louis XIV. Mais ils ne pouvaient pas rester devant l'écran. Parce que c'est un rythme très lent. Mais moi, je ne percevais pas la lenteur. Mais eux, ils sont habitués à des trucs. En fait, quand ils écoutent des cours, etc., ils multiplient la vitesse là. Donc ils sont quand même de leur époque, hein, comme vous pouvez le remarquer. Mais c'est terrible ce qu'on a fait quand même. Hein. Les réseaux sociaux, les médias des milliardaires, c'est vraiment une mise en forme vers le bas de tout le monde. Et une coupure radicale entre le monde de la réflexion, le monde des sciences. Moi, je le vois en termes d'édition. Hein. Je suis responsable de collection dans une autre maison. Depuis le Covid, c'est une leçon des ténèbres. C'est-à-dire, c'est un effondrement. Les sciences sociales, depuis la fin des années 70, c'est déjà... Mais là, depuis le Covid, c'est vraiment un effondrement. C'est assez dingue. Et en fait, c'est tout le système médiatique qui fait qu'on est incité à ne plus... Et puis évidemment maintenant avec l'IA, c'est très utile dans certains domaines scientifiques, mais si la plupart des gens s'en servent pour se substituer à leur capacité de prendre des notes, de synthèse, de lecture, de réflexion, waouh! Si on est en termes de réflexion en général aussi bon qu'on est devenu en calcul mental, les amis, ça ne va pas améliorer nos affaires. Hein. Bruno, il y a quelques années, je ne sais plus à quel gouvernement, parce que là on se perd, a été demandé à un moment donné de former nos politiques. Tu sais, il y avait Valérie Masson-Delmotte qui a fait un certain nombre de cursus, etc. etc. C'est un Suisse qui avait initié ça. Ah, oui, tout à fait, oui, absolument. De former les... Alors la première fois, c'était à Berne, sur la place du Palais fédéral, et il y a eu la même chose qu'en France, hein, en fait. Les députés qui sont venus, c'est ceux qui connaissaient déjà le sujet. Enfin, qui avaient des connaissances, qui étaient sensibilisés. Pour dire très rapidement, à la partie droite de l'échiquier, il n'y avait personne. Et en France, c'est la même chose qui s'est produite. Donc une des questions, c'est comment justement on arrive face à ce péril de l'année prochaine et de l'année d'après, comment on arrive à faire en sorte que les politiques aussi soient à un niveau de conscience. C'est vrai que quand on voit que l'écologie ou la transition écologique est déposée dans un ministère et que c'est pas au niveau transversal, comme on disait tout à l'heure, sur en fait, à partir du moment où il y a une décision, où il y a un budget, on devrait clairement mesurer l'impact que ça a sur la biodiversité, l'impact que ça a sur le carbone, enfin l'impact que ça a sur la capacité qu'on a, l'habitabilité de la Terre. Que faire avec notre monde politique? Enfin, je sais pas, j'imagine que c'est des questions que tu réfléchis au quotidien. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont montré que la classe politique a un niveau de culture écologique nettement plus élevé qu'il y a quelques années. Donc, c'est pas qu'ils ne savent pas. Le seul problème, c'est que cette connaissance, elle est mise en contrepoint d'autres connaissances qui sont beaucoup plus légitimes. Et donc, il y a un effet de concurrence et de hiérarchie. Et quand vous hiérarchisez l'information écologique qui va à contre-courant de toutes les autres informations qui sont largement plus représentées, eh ben c'est difficile d'inverser la logique des priorités. Alors, je vais prendre un exemple sur la question, par exemple, du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est une notion qui renvoie à un principe fondamental de la démocratie représentative, qui est l'égalité des citoyens. Et c'est un principe structurant. C'est là-dessus qu'on a basé les politiques sociales. C'est là-dessus que la plupart des idéologies gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite s'affrontent. C'est sur la place de l'individu et sa capacité de profiter des fruits de la croissance, etc. Et puis de l'autre côté, eh ben, vous avez la question écologique qui interpelle directement cette question du pouvoir d'achat et qui dit, plus vous maintenez la logique de l'extension du pouvoir d'achat, plus vous allez avoir des effets contre-productifs sur le plan écologique. Et un homme politique
une femme politique, hein, c'est exactement la même culture. Face à cette dissonance cognitive, c'est-à-dire, voilà, ils ont deux informations contradictoires, eh bien, on va avoir toujours tendance à choisir une information qui est la plus consensuelle parce qu'elle sera la plus représentative dans l'espace politique. Et un homme politique ou une femme politique, et je vois même ça du côté des écologistes, parce que paradoxalement, moi j'ai contribué à former plein de responsables écolos, entre guillemets, par les cours, par les formations, toi aussi, hein, Dominique, notre génération, et on a vu arriver cette jeune génération de responsables écologistes qui se sont acclimatés au contexte politique dans lequel ils vont s'inscrire. Et donc, au lieu d'avoir une position, comme tu l'as fait courageusement et témérairement lors de ta campagne électorale, sur l'urgence climatique, comme René Dumont en 1974 avait dit l'utopie ou la mort, eh bien, cette jeune génération, paradoxalement, vont revenir sur des thématiques qui sont audibles et compréhensibles dans la question du débat politique. Et par exemple, si on revient à cette question du pouvoir d'achat, en 80, les écolos, lorsqu'ils se créent en 84, c'est la réduction du temps de travail et des salaires. La semaine de 4 jours et une diminution de salaire pour tout le monde. Aujourd'hui, les écolos mollement mobilisent la thématique de la réduction du temps de travail. C'est plutôt la qualité au travail, c'est pas du tout la même chose, mais pas du tout sur la réduction du salaire. Et donc vous voyez combien il y a une inflexion par mimétisme, par aussi un confort, hein, je pense, et puis aussi par paresse intellectuelle et par, je dirais même, de manque de courage politique, de dire, voilà la réalité qui est là-dedans. Il y a 3 semaines, un mois, pardon, on était avec la promo du master que j'encadre aux rencontres de l'écologie de Cluny. Et la première table ronde fait appel à des responsables politiques, dont Cécile Duflot. Cécile Duflot intervient et elle commence par taper, mais alors d'une manière assez caricaturale, sur toutes les théories frondristes, en nommant Yves Cochet en disant cet idiot qui n'a pas compris, etc., etc. Après, elle se fout de la gueule des véganes. Après, elle se fout de la gueule des décroissants. Alors que Cécile Duflot a un niveau de réflexion politique proche de zéro, ça on le sait bien depuis longtemps, il suffit d'avoir lu ce qu'elle a écrit. Mais ce qui est condamnable, c'est qu'une écologiste ne peut pas critiquer un certain nombre de courants qui sont peut-être marginaux, mais qui participent de la culture écologiste. Et après, dans le même discours, elle nous explique qu'il va falloir concilier avec le modèle de l'entreprise libérale. Elle est responsable d'Oxfam, je vous le rappelle, qui critique justement les inégalités sociales. Et la solution, eh bien, c'est une conciliation entre, finalement, la superstructure théorique et une négociation à minima de ce que peut être l'écologie. Alors que l'écologie, dans sa proposition, elle est proprement révolutionnaire au sens positif du terme, c'est-à-dire une contre-proposition formelle. Mais vous voyez qu'il faut être sacrément armaturé intellectuellement dans une culture politique, dans une culture collective, pour être affirmé et revendiquer à chaque fois l'affirmation d'un contre-discours. Alors pourquoi les écologistes n'ont pas réussi ça alors que le Front National l'a réussi? Et ça, c'est une vraie question. Comment la contre-proposition culturelle du Front National, politique, économique et social, devient aujourd'hui crédible, notamment chez la jeune génération, et pas l'écologie politique, alors que l'urgence écologique est quand même autrement plus importante que la question de l'invasion migratoire ou autre ineptie sociologique. Et ça, c'est une vraie interrogation. Et là, eh bien, on retrouve la culture classique des hommes politiques qui résonnent amis, ennemis, eux, nous. Et dans le eux, nous, les autres étrangers, c'est très facile à mobiliser. Eux, face au climat, à la biodiversité, c'est ce que tu expliques très bien à un moment donné, comme tous ces problèmes sont invisibles, alors que vous pouvez matérialiser la pauvreté, vous pouvez matérialiser l'étranger, mais matérialiser le climat, la biodiversité, pour en faire un argument de contre-proposition politique aussi légitime que la question des inégalités sociales, fort ramé. Je ne dis pas que les inégalités sociales sont, et c'est ce que tu as montré tout à l'heure, c'est important. Ça veut dire que simplement, il faut repenser la logique des inégalités sociales à partir des limites écologiques.
Et pas considérer que par un tour de passe-passe, comme le propose Cécile Duflot, en étant copain avec les entreprises vont d'un seul coup avoir une conversion spirituelle, pour évoquer le terme que tu as évoqué, et vont comprendre que finalement, c'est pas bien d'exploiter la Terre et les humains, on va changer de système. Non, on sait bien que ce ne sera pas exactement la même donnée. Et malheureusement, les hommes politiques courent après ça, et les femmes politiques courent après ça, pour essayer de se relégitimer sur le plan électoral. Merci. J'avais envie de... Je vais vous passer le micro après, hein. Je ne vais pas juste animer toute la soirée. Moi, j'avais envie de parler de la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, je trouvais que c'était une des pistes qui démontrait, comme la sécurité sociale de l'alimentation, qu'à partir du moment où des gens tirés au sort avec quel que soit leur bagage culturel, on passe 6 mois avec eux, on leur explique des choses, ils sont capables de prendre les bonnes décisions pour la communauté. Voilà, j'avais assez envie de vous entendre là-dessus pour essayer d'esquisser ce qui pourrait nous donner de l'espoir sur des modes de fonctionnement. On a sorti chez Actes Sud un livre vachement intéressant qui s'appelle « Réanimer la démocratie » sur les assemblées citoyennes délibératives, notamment de ce qui s'est passé à Poitiers. Et Tristan Réchid, qui a écrit ce livre, il a suivi 200 collectifs. Voilà, je trouve qu'il y a quand même des choses dans la société qui émergent, qui sont peut-être parfois, qui demandent à être améliorées. La Convention citoyenne pour le climat a été décevante, non pas parce qu'elle a produit, mais parce que les politiques en ont fait. En tous les cas, l'intention initiale, elle était intéressante. Voilà, j'avais envie qu'on parle de ça. Juste 2 minutes. Mais, ce qui a été fascinant dans la Convention citoyenne, c'est que tu avais 150 citoyennes et citoyens au départ. Il y en avait à peu près une trentaine, je crois, qui étaient vraiment climato-sceptiques. Il n'y en a plus un à l'arrivée. Mais justement, le climato-sceptisme, c'est un phénomène avec des choses très, très diverses. Quand c'est très, très ancré, c'est autre chose. Mais là, justement, la leçon, elle est dure, parce que s'il faut une convention citoyenne, c'est-à-dire que ces gens ont eu des formations par les meilleurs, Valérie Masson-Delmotte, etc., pendant des heures. S'il faut déployer un tel effort pour désintoxiquer les gens, on n'y arrivera jamais. Et ça, c'est un vrai problème. Puis, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Bruno avant. Alors, moi, c'est une expérience qualitative. C'était pas... Je ne peux pas en tirer des statistiques, mais en tout cas pour les politiques de cette époque, moi je les ai vraiment fréquentés au début des années 2000 avec la charte de l'environnement. Et un petit peu après, quand même un type comme Sarkozy, il confondait effet de serre et couche d'ozone. Donc il devait quand même pas avoir une culture... Bon, il confondait aussi Zadig et Voltaire, mais bon. Mais c'était à peu près du même acabit. Hein. Et donc... mais a priori, il ne confondait pas la Libye et l'Algérie. Non, il ne confondait pas les francs et les euros. Mais bon... Non, mais voilà un type qui était complètement inculte. En revanche, moi, je me souviens de Bachelot qui arrive ministre de l'Environnement, c'est terrible. Elle est vraiment. Et à la culture, c'était mieux. Non, mais c'est une fan d'opéra. C'est pas du tout une femme bête. Et elle est arrivée à ce poste, elle comprenait rien. Elle avait à peu près le niveau en écologie de Annie Genevard aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si vous voyez qui c'est Annie Genevard, mais dans le genre bas de gamme, on ne peut pas faire. C'est vraiment il n'y a même plus les parois du caisson. T'as même pas le fond, tu es au sol tout de suite. Et donc là, elle était montée en compétence, et quand elle est sortie de son ministère, elle est vraiment travaillé, et elle ne donnait plus du tout les mêmes arbitrages. Donc voilà, ça c'est une forme d'exemple. Et Chirac, c'est aussi un autre exemple. Lui, il a passé toute sa vie à planquer sa culture avec sa truc de tête de veau, machin, etc. Mais c'était un type qui était intellectuellement très raffiné. Et il avait investi sur les questions d'écologie comme il l'avait fait sur les arts extrême-orientaux. Et en fait, il avait des connaissances en matière de biodiversité et de climat qui étaient bluffantes. Après, c'était Chirac, donc lui, il pensait qu'en faisant la charte, il allait sauver la Terre. Mais bon, en tout cas, il avait une conviction réelle, quoi. Et donc, moi, les expériences que j'ai eues, c'est que beaucoup, quand même, avaient un déficit de savoir sur ces sujets qui étaient là. Alors, est-ce que ça s'est amélioré ? Tu as l'air de dire oui, mais... Ouais. Ouais. C'est ouvert, Valérie. Ouais. Moi, je voulais juste... c'est juste une question, en fait. Je me demandais s'il faut former les hommes politiques, hommes et femmes politiques,
parce que Jean Covici, il a dû le faire aussi. Enfin, il y en a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Ou alors, il faut davantage écouter les scientifiques, un peu à la manière d'Esther Duflo, qui effectivement a conseillé beaucoup, je me souviens même pendant la pandémie, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour des résultats de ses recherches, où elle a conseillé des hommes politiques, notamment en Afrique, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur les pays en Afrique et en Inde, et des choses toutes simples, qui nous paraissent simples, mais le moment de la pandémie, c'était pas forcément simple, parce que personne ne savait ce qu'il fallait faire. Et elle avait montré, elle, dans des travaux très récents, ce qu'il fallait faire en termes, voilà, quand il y a une pandémie, etc. Et elle a pu, je me souviens très bien l'avoir entendue sur ce sujet-là, elle a été consultée, elle a été écoutée par des hommes politiques africains qui n'avaient pas eu le temps de se former et qui n'étaient pas a priori formés, mais qui l'avaient écoutée, parce que tout à l'heure, tu as parlé de croyance, mais de confiance, enfin, c'est vraiment la confiance. Donc, en fait, la question que je me pose, moi, pour avoir très modestement parlé avec des députés, sénateurs sur la sobriété, parce qu'effectivement, ils connaissaient absolument rien à la sobriété, ils avaient un rapport à faire, ils m'ont consulté que c'est quoi la sobriété, mais parce qu'en fait, sans vouloir les défendre quoi que ce soit, ils ont ça de dossiers à faire. Il faut qu'ils passent à peu près 5 minutes ou 1 heure pour faire un rapport, un pseudo-rapport sur un sujet, puis après passer à un autre. Donc, est-ce qu'ils ont le temps de se former? Aujourd'hui, c'est sobriété, peut-être demain, c'est sur l'électricité, puis après-demain, c'est je ne sais quoi. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Je n'ai pas dit qu'il fallait les rester dans leur inculture, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais moi, je vois l'exemple d'Esther Duflo, pour avoir un petit peu eu la chance de parler un petit peu avec elle, et comment elle a eu un impact sur des politiques. C'est pas en les formant, en fait. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Enfin, on n'a pas le temps. La culture, voilà, même de mes collègues, je veux dire, c'est presque une vie pour se cultiver, pour avoir autant de background sur l'histoire, sur etc. Mais faire confiance aux scientifiques pour prendre des décisions, est-ce que ça ne serait pas non plus une solution? Et sans vouloir dufloriser Esther, mon propos, moi je trouve que, chapeau de ce qu'elle a fait, voilà, par rapport à, elle prend ses résultats de recherche, elle voit les hommes politiques, voilà, qui l'écoutent aussi. Alors comment elle fait? Peut-être parce qu'elle est prix Nobel, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et elle arrive à faire passer et à faire appliquer ce qu'elle-même a trouvé dans des articles de recherche, quoi. Est-ce que il n'y a pas un embryon de solution? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance par rapport aux scientifiques en France et ailleurs, d'ailleurs, pas confiance, évidemment. J'ai assez envie de rebondir. On a sorti, je suis désolée, hein, je suis biberonnée Actes Sud, mais bon, voilà, c'est ma vie en ce moment. On vient de sortir un livre autour du combat de Lucie Pinson. Lucie Pinson, elle a créé une ONG qui s'appelle Reclaim Finance, et j'animais un échange avec elle la semaine dernière. Et je trouve que le travail qu'elle fait avec les institutions financières au sens large, que ce soit les banques, les agences de notation, etc., est assez exemplaire, à savoir documenter de manière extrêmement fine et très poussée les enjeux, aller rencontrer les acteurs, établir un rapport de force, obtenir des résultats. S'ils s'engagent et qu'ils ne respectent pas les engagements, aller mettre 2 tonnes de charbon devant chez eux, et puis on va faire en sorte que Extinction Rébellion, etc. Et je trouve, et dans ce qu'elle expliquait, j'ai animé plusieurs débats avec elle, je trouve qu'un des points très intéressants, c'est que les ONG écolos, la plupart du temps, ne s'adaptent absolument pas à leur interlocuteur. C'est-à-dire qu'on arrive avec des choses qui sont inaudibles, à savoir que l'entreprise, je dirais la partie prenante en face que l'on veut faire changer, ne peut pas changer. Parce que ce avec quoi on arrive, et voilà, et de la même manière qu'Esther Duflo, je pense qu'on a un exemple de cette équipe. Aujourd'hui, ils sont 40. C'est quand même une ONG qui, et contrairement peut-être à Bloom, qui établit un rapport de force et non pas un rapport d'évolution, vraiment, je trouve que c'est extrêmement inspirant, parce qu'en fait, c'est ça on voit bien que ça marche pas, l'écologie dénonciatrice, les pétitions, les machins. Enfin voilà, on est tous baignés dans ça. On a fait le tour. Voilà. Tu voulais dire quelque chose sur la Convention citoyenne pour le climat tout à l'heure? Enfin, si t'es encore en état. Ouais. C'était juste à souligner un tout petit truc. Ce que j'ai trouvé assez magique dans cette affaire, c'est tu prends 150 clampins tirés au sort, et en fait la formation, alors effectivement la formation était plutôt ah oui d'accord, en plus tu ajoutes quelque chose, ouais d'accord, ouais, moi je ne savais pas, ouais. Non, vas-y. Non, une formation contradictoire, c'est-à-dire en fait où tu peux aussi te saisir des controverses, c'est ça, ouais.
Et il y a eu 7 fois 3 jours. C'est-à-dire, en fait, c'est moins qu'un BAFA quand même. Donc c'était juste pour souligner quand tu dis... Merci de remettre... C'est quand même un gros... De fait, c'est Valérie Masson-Delmotte pour 150 fois le nombre de citoyens français, ça va être chaud à redéployer. Mais dans le dispositif, c'est-à-dire en fait simplement si on arrivait à avoir notre BAFA écologie... bon bref, voilà, c'était juste ça. Alors, en Sciences Po, on appelle ça un effet de cadrage. C'est l'espace qui devient légitime pour aborder une question. Et quand la Convention citoyenne s'était mise en place, j'avais été contacté par un des membres pour en faire partie. Et j'avais dit ah super, on va aborder enfin la question nucléaire. Et là, la personne me dit ah non, pas le nucléaire, nous on parle sur le climat. Et donc moi je dis mais vous ne pouvez pas réfléchir sur le climat indépendamment de la question du nucléaire. C'est pas possible. Parce que c'est une des solutions, notamment, qui est donnée pour, justement, régler la question du nucléaire. Sauf que là, vous différez le problème du nucléaire. Vous considérez que c'est un élément de la solution sans conséquence. Okay ? Et donc, cet effet de cadrage, il est aussi limitatif, toujours. Et ça, il faut l'accepter. Mais à partir du moment où l'effet de cadrage est posé, et là, justement, l'élément contradictoire, c'était intéressant, parce qu'il y avait aussi des chefs d'entreprise qui étaient venus expliquer pourquoi ça allait être compliqué de mettre en place des politiques pour le climat, etc. Et là aussi, l'accompagnement contradictoire, c'était que les étudiants, j'allais dire, les citoyens, ils n'étaient pas laissés seuls dans leur réflexion et ils étaient accompagnés pour construire une réflexion. Et ça, c'est le travail qu'on essaie de mener, tant bien que mal, en tant qu'enseignant. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire pas simplement de rester à une opinion, mais de construire une réflexion. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans cet exemple de la Convention citoyenne et le climat. Et puis le dernier élément, malheureusement, et là je vous renvoie à un très bon petit livre de Dominique Bourg sur la démocratie écologique, c'est que toute délibération qui n'aboutit pas à une décision, ça ne sert strictement à rien. Et le problème, c'est qu'actuellement, dans le champ de la science politique, on a fétichisé le principe délibératif, participatif, dialogique, tout ce que vous voulez. Et alors là, il y en a des kyrielles de bouquins là-dessus qui vous célèbrent le fait que n'importe quel clampin, dès qu'il discute avec un autre, c'est fabuleux parce que c'est la démocratie, en oubliant qu'il y a une conséquence, c'est est-ce que ça pèse ou pas sur la décision. Et si ça ne pèse pas sur la décision, ça ne sert à rien. Alors, est-ce qu'il faut être sur la base d'un régime des experts ? C'est aussi une hypothèse que tu soulèves, et c'est ce que tu dis aussi, Valérie. Oui, à condition que ces mêmes experts aient le sens de la démocratie. Parce que ça, c'est aussi délicat. Si on s'en remet à un Jean Covici, c'est tout le nucléaire. Et à titre personnel, je trouve que c'est une impasse écologique phénoménale et surtout démocratique. Et donc, il y a bien un contrepoint à un moment donné où on va devoir élaborer des discussions contradictoires. Et qui doit décider à la fin ? C'est quand même le citoyen. Après tout, si le citoyen, s'il a été éclairé sur les enjeux et les dangers du nucléaire civil et militaire qui sont complètement liés, il peut faire démocratiquement le choix de choisir la connerie du nucléaire. Et tant pis pour lui. On aura Trump et on aura Marine Le Pen aussi parce que ça a été démocratiquement choisi. Reste à savoir si ces décisions sont de nature irréversible ou pas. Et c'est un des enjeux fondamentaux, c'est que dans la Convention citoyenne et sur le climat, aucune décision ne portait sur des choses irréversibles. C'est-à-dire que c'était une négociation de notre mode de vie, mais on n'a fondamentalement pas remis en cause notre mode de vie. Par exemple, on a dit qu'il faut réduire la vitesse de 130 à 110 sur les autoroutes. C'est très bien. Mais la question de savoir s'il fallait interdire les voitures thermiques n'a pas été posée. Et donc, vous voyez, à chaque fois, on peut aller un peu plus loin dans le débat. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut de la radicalité ? Absolument. Absolument. Ça ne passera que comme ça. C'est ce que tu as dit, c'est les rapports de force. Moi, je me souviens quand j'étais militant à Aide dans les années 90 contre le sida, ma femme bossait aussi là-dedans, et puis à la préfecture, quand ils allaient négocier les subventions, le mec disait ouais, on a déjà donné pour les PD, ça va. Il ne le disait pas comme ça, mais ça c'était sous-entendu. Et les collègues disaient ok, d'accord, vous ne voulez pas nous donner plus, on va appeler nos copains d'Act Up. Et là, ils vont venir perturber vos trucs. Ok, on va renégocier. On va rediscuter, vous énervez pas, on va trouver une solution, etc. Tant qu'il n'y a pas une sorte de bras armé, entre guillemets, dans la négociation écologique, eh bien, on va se retrouver dans des positions consensuelles, du développement durable, de la sobriété heureuse, etc., du ventre mou, etc. Si les entreprises n'ont pas en face à eux des gens qui disent stop,
et maintenant on négocie plus. Et après, effectivement, d'autres structures qui proposent une contre-proposition économique, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, peu importe le terme qui apparaît, bah ça, fondamentalement, ça ne changera pas dans ces questions-là. Donc, comment on pèse sur la décision? L'expertise, c'est indispensable par rapport à ça, mais aussi comment les citoyens se saisissent de ces enjeux-là. Et fort est de constater qu'aujourd'hui, bah plutôt il y a une régression des enjeux écologiques dans le débat public et de la nécessité de décider à partir des enjeux écologiques. Et depuis tout à l'heure, je m'aperçois, depuis 14 heures, on est super optimiste, joyeux dans tout ce qu'on dit. C'est parce qu'on n'a pas assez bu. Allez, on peut les applaudir, ça va nous donner un petit peu de baume au cœur. Voilà, on a une petite demi-heure pour des questions. Alors, ce que je dis souvent, c'est plutôt que de raconter sa vie, c'est de poser une question. Mais je suis extrêmement démocratique. Bien, merci beaucoup pour ces interventions et puis pour cette belle collection Système Terre. Moi, je voulais rebondir sur 2 points. Vous avez évoqué tout à l'heure Reclaim Finance, donc l'ONG. On peut aussi évoquer Finance Watch, qui est une autre ONG qui est très active. Oh, pardon. Ah, je le mets là, comme ça. Donc, je voulais rebondir sur 2 points. Donc, la question de la finance, que vous avez évoquée en parlant de Reclaim Finance, qui est une ONG qui essaie aussi de porter un contre-pouvoir, en quelque sorte. C'est le cas aussi de Finance Watch, qui est à Bruxelles et qui fait du lobbying aussi. Voilà, tout à fait. Ça m'a donné la réflexion suivante, qui consiste à dire que ce qui produit aussi cette espèce de fuite en avant vers la croissance, c'est la pression qu'exercent les systèmes monétaires et financiers. Un système monétaire et financier, ça ne peut persévérer dans son être que s'il y a de la croissance. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut aller sur ce débat de manière approfondie, mais j'aurais aimé avoir votre position. Je sais que Dominique a travaillé avec Philippe Zawati sur la question financière. Ça, c'était le premier point. Et juste deuxième point, sur la question de l'éducation. Vous parliez, nous sommes des éducateurs, donc moi je suis enseignant aussi à l'Université de Lille. Et donc, à la demande de l'université, de la présidence, on a mis en place un groupe de travail sur l'enseignement TEDS, l'unité d'enseignement TEDS, Transition écologique, développement soutenable, de manière à ce qu'à partir de la rentrée 2026, tous les étudiants de licence, de premier cycle, soient sensibilisés et formés, donc avec un volume de 30 heures. Donc on a eu un groupe de travail transdisciplinaire, etc., donc auquel je participe. Donc moi j'aurais aimé peut-être avoir votre sentiment sur la manière dont on envisage ce genre d'enseignement, et peut-être si vous aviez quelques conseils et recommandations pour ce groupe de travail, pour qu'on puisse être efficace. Voilà, merci. C'est la loi, je sais pas quoi là, Abadi, machin, non? C'est ça? Alors, qui commence sur la finance? Alors sur la finance, je ne suis pas compétent. Je n'ai jamais rien compris à la finance. Pour moi, c'est une fiction. Voilà. La dette, historiquement, on l'a effacée régulièrement, on l'efface pour des pays. Je ne comprends pas que ça puisse créer un problème. Et après, je suis complètement ignorant. Ok. Par contre, je vais faire de la promo. Là. On va faire un gros manuel avec 2 collègues, Baptiste Mont-Saint-Jean et Franck-Dominique Vivien. Où justement, on propose un manuel de formation, de réflexion critique pour les licences sur la question de la transition écologique. Et le manuel s'appelle No Limits, en jeu de mots en anglais et le français. Et justement, c'est travailler, réfléchir et produire à l'ère des limites planétaires. Donc on inverse complètement la logique. Et toute l'approche pédagogique, c'est de dire faut raisonner à partir de l'état du système Terre tel qu'il est, et pas simplement dans ce qu'on fait trop souvent en matière d'éducation, développement durable, et je sais que j'en ai fait aussi, c'était une projection sur ce qu'on souhaitait faire. Là, maintenant, on renverse le processus, et voilà, vous êtes dans une pièce contrainte. Il y a un film que j'aime beaucoup, qui est Apollo 13. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, à un moment donné. Et ils sont dans leur capsule spatiale, là. Qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas, mais bon, peu importe. Ils sont dans leur capsule spatiale, ils n'ont plus d'air. L'oxygène commence à disparaître. Alors ils inventent, enfin ils réfléchissent, des trucs très savants, machin, de relancer le truc et tout. Et puis au bout d'un moment, il y a l'ingénieur en chef qui réunit tous ces ingénieurs. Vous vous souvenez peut-être de cette scène-là. Et il arrive avec une espèce de boîte remplie de briquets de broc, de fils, de machin, de trucs. Et il balance tout sur la table et il leur dit, vous avez 1 heure pour faire de l'oxygène avec ça. Parce que là-haut, ils n'ont que ça. Eh ben c'est ça notre projet. C'est-à-dire, c'est pas de raisonner sur comment on va pouvoir relancer une économie désirable, souhaitable, etc. C'est comment on va pouvoir maintenir une économie contrainte par rapport
aux capacités du système Terre de répondre à ça de manière juste et équitablement partagée. Et donc c'est une renégociation à la fois des savoirs, quels sont les savoirs les plus pertinents. Je trouve inconcevable qu'en niveau, moi je récupère des étudiants de M1, M2, certains n'ont jamais fait d'écologie, jamais. Par contre, ils ont tous bouffé de l'économie, et notamment de l'économie classique, etc. Et ça, c'est pas acceptable dans un parcours, alors que la question de l'écologie est devenue centrale dans la réflexion du débat public et de l'avenir de l'humanité. C'est pas normal qu'on continue à donner des conneries de Adam Smith, etc., etc. Donc ça, c'est important. Et puis ensuite, c'est faire des propositions. Parce qu'une fois qu'on a déconstruit le système, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est compliqué de dire il va falloir construire des alternatives, construire des réflexions, etc. Et nous, notre projet dans ce manuel, qui va être très bien aux éditions La Découverte, désolé, c'est pas cher. Il sort quand ? Normalement en mai-juin l'année prochaine. L'idée, c'est de rendre possible l'émergence de solutions. C'est pas de dire voilà ce qu'il faut faire, c'est de dire que si vous raisonnez comme ça, vous rendez possible la construction d'alternatives possibles. Là où vous serez dans vos lieux de décision, l'entreprise, secteur privé, associatif, c'est rendre possible à un moment donné des collectifs différents, des orientations différentes, etc. Et vous serez à des pouvoirs, des lieux de pouvoir, aussi minimes soient-ils. C'est l'autonomie de l'acteur de Crozier, célèbre dans les années 70. Chaque acteur a une autonomie de décision et vous allez pouvoir faciliter l'enclenchement de solutions innovantes qui jusqu'ici sont bloquées parce que les lieux de décision, intellectuellement, ne conçoivent pas la pertinence de ces questions-là. Alors sur la finance, je ne sais pas comment on pourra inventer un autre système. Il y avait les notions des monnaies locales, mais ça reste assez quand même très peu connecté aux enjeux internationaux. Mais en tout cas, il y a d'autres manières de voir, de concevoir le rapport à l'économie et à la finance. Mais là, mes collègues seront plus compétents que moi. Tu vas nous quitter, Nathanaël, et ça ? moi, du coup, je vais vous quitter. Mais tu vas nous parler... bonne suite. Tu veux pas nous dire 2 mots quand même sur Abadi ? Non, sur la deuxième question, non ? Bah oui. Je galère. Enfin, je veux dire, régulièrement, je pète ma durite. Donc, comme doyen, je participe aux réunions de gouvernance, quoi, et donc je suis avec mes collègues doyens, et donc du coup, on doit prendre des décisions structurantes pour l'université, etc. Ou en tout cas, bref. Et le niveau de compréhension des enjeux écologiques, des risques, etc., est vraiment très, très inégal. Et c'est rude. C'est rude. Et puis ce qui est rude aussi, c'est de voir que nos universités sont un foyer de climato-scepticisme, c'est-à-dire pas forcément de négation du climat, mais en gros, tu as 18 heures de Jouzel Abadi où ça peut être vraiment fait à la hauteur des enjeux. Et ça ouvre cette possibilité-là de faire quelque chose de très sérieux. Donc ça, c'est super. Donc tu es étudiant en droit, tu as 18 heures où vraiment tu comprends qu'il y a des questions de rupture qui sont engagées, et puis tu comprends ce paradigme de rupture qui donne tout son sens à la production des savoirs contemporains, etc. pendant 18 heures. Puis après, tu fais ton droit constit, ton droit des contrats, ton droit privé, ton machin, ton truc, où tu postules que le monde est stable, en fait. Et donc, tu es dans un paradigme linéaire qui est complètement oppositionnel au paradigme de rupture, et basta. Et donc, en fait, par voie de conséquence, tu intègres un truc qui est le fait que les trucs écolos, c'est quand même pas si méchant que ça, parce que si c'était plus important, quand même, les épistémologies de la discipline, elles se seraient refondées autour de ces paradigmes structurants. C'est pas le cas. C'est pas le cas en droit, c'est pas le cas en STAPS, c'est pas le cas en psycho, c'est pas le cas en sociaux, c'est pas le cas en philo, c'est pas en sciences ni en maths, ni en physique, etc. Donc, de fait, les universités, elles sont alors, les labos de physique, etc., ne sont pas des lieux et une licence de bio, par exemple, je pense que ce n'est pas un foyer de climato-scepticisme. Mais partout ailleurs, honnêtement, à bientôt. Excusez-moi du coup pour le départ. Je voulais revenir sur les politiciens, élargir un peu à l'extérieur en Europe. Je n'ai pas l'impression que soit meilleure la situation des parlementaires européens, tout ça. Les Green Deal s'est cassé la figure, les glyphosates sont toujours là, un peu en attente, mais ne sont pas interdits. Donc, est-ce que les problèmes sont en français? Est-ce que vous avez une vision de ce qui se passe en Europe? Quelle est la mentalité dans les autres pays? Le nord d'Europe, ça a l'air d'être plus avancé que nous. C'est vrai, pas vrai? Est-ce qu'il y a une influence
Bref, la France tout seul ne pourra pas faire grand-chose. Quelle est la situation en Europe au niveau des sensibilités des politiciens? On a un exemple aujourd'hui. Hein. Ouais, tu répondras sur la finance après aussi. Oui, je réponds aussi sur la finance. Mais mais avec le départ de Nathanaël, on a été un peu perturbés. Sur l'Europe, moi j'ai appris aujourd'hui que le fameux omnibus a été détruit. Et donc, en fait, c'est un détricotage total du Green Deal. Il n'y a plus rien. Et donc, c'est l'association droite, extrême droite. Sur un plan politique, ce qui se passe est vraiment terrible. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à il y a une dizaine d'années, il y avait beaucoup de gens climato-sceptiques à droite, etc., mais ils n'osaient pas trop le dire. En tout cas, quand on faisait partie de la droite classique, Jean Reller, etc., on n'avait pas le droit d'être climato-sceptique. On pouvait l'être, mais on ne pouvait pas l'avouer. Et c'est complètement fini. En fait, maintenant, le point commun à tout ce qui est droite et extrême droite, c'est le refus de toutes les questions écologiques. Et là, on l'a vu au Parlement européen, c'est quelque chose d'assez effrayant, et moi je suis très très étonné. Je le disais tout à l'heure, autant il y a 20 ans ça serait fait, je comprenais, mais le faire aujourd'hui au moment où on est déjà sur le toboggan, je vois pas ce qu'ils peuvent faire, ce qu'on peut gagner, ce qui peut arriver. C'est une accélération vers la catastrophe, quoi, tout simplement. Et voilà. Mais pour revenir sur la question de la finance, je veux dire deux choses. Je suis pas du tout un spécialiste de finance, même si j'ai travaillé avec, mais j'ai aussi comme ami Nicolas Boulot, donc qui est quelqu'un qui avait amené son labo de maths, là, le labo de l'ENPC, l'école des ponts, le CERNA, a travaillé sur les maths financières. Et mon gamin est matheux, et pour le moment il est dans la finance, mais il veut faire toute autre chose après. Mais bon. Donc pour les matheux, la finance c'est très jouissif, parce que les instruments mathématiques, c'est pas la macroéconomie, c'est d'une sophistication qui n'a rien à voir. Et donc il y a un côté comme ça, comment dire, à la fois on se détache du réel, on arrive à faire quelque chose, à créer un peu en dehors. C'est très mystérieux quand on voit ça du dehors. Et en même temps, par rapport à l'écologie, c'est très compliqué, parce ça a été dit tout à l'heure par quelqu'un, effectivement, tout notre système est fondé sur la croissance et comment on se débrouille. Et surtout, en écologie, on aurait besoin d'investissements colossaux. Donc, à la fois, aller dans cette direction, c'est effectivement, disons, être en contradiction avec les mécanismes de la finance, et en même temps, on a besoin de beaucoup de finances. Donc, je ne sais pas comment on sort de ce paradoxe, mais c'est quelque chose de très difficile. Et je voudrais, moi, ajouter sur l'économie, parce que là où j'ai eu les déconvenues les plus fortes, c'est en discutant avec des collègues économistes. Moi, je me souviens, alors c'est vieux déjà, mais je ne suis pas sûr que ça a vraiment changé. C'était en 2005, par là, où je recrutais pour une université où j'étais avant d'être en Suisse, un économiste de l'environnement. Et comme aujourd'hui toujours, j'imagine que c'est toujours le cas, vous nous direz si c'est toujours vrai, mais on avait l'économie de l'environnement, c'est-à-dire là, on était dans le cadre néoclassique, et on avait Ecological Economics. Donc c'est une école où là, au contraire, on s'occupe des flux de matière et on n'a pas l'entrée monétaire. Et il y avait vraiment la différence entre les deux. Et donc moi j'ai vu défiler, c'était alors il était à la retraite depuis longtemps lui, mais c'était des élèves de Zagamé à Paris 1. Donc j'ai vu défiler une dizaine de candidats pour un poste en économie de l'environnement, spécialisé climat. Quand je les interrogeais sur les aspects physiques du climat, ils ne connaissaient pas plus que Nordhaus, quoi. C'est-à-dire rien. Et quand même, Nordhaus, il a fait toute sa carrière en économie de l'environnement en disant mais des monstruosités. C'est-à-dire un réchauffement de 3 degrés, c'était quoi, 1 point ou 2 de PIB, enfin, c'était de cet endroit-là, c'était vraiment ridicule, quoi. Et donc, il y a eu un moment donné, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais dans cette discipline, la prétention de pouvoir traiter de problèmes qu'on pouvait ne mettre en forme que par d'autres disciplines, en les traitant par sa discipline seule, sans tenir compte des apports des autres disciplines. Et moi, ça m'avait vraiment laissé complètement pantois, parce que vraiment, il travaillait sur le climat, et il ne savait pas de quoi il parlait. J'avais été assez fasciné. Et juste encore une anecdote, c'était à Lausanne il y a un peu moins longtemps, il y a 10 ans.
il y a c'était la doyenne d'HEC, donc la faculté d'économie, elle donne un doctorat honoris causa à un économiste, et dans son discours de l'audatio, voilà, c'était quand même dingue, hein, tout le monde a rigolé. Dans son discours de l'audacio, il dit, voilà, c'est quand même un économiste intéressant, lui, parce qu'il s'intéresse aux relations entre ces modèles et la réalité. Et donc, évidemment, tout le monde a pouffé de rire. Mais bon, il faut que vous nous éclairiez un petit peu là-dessus. Voilà, mais économie et finance, c'est quand même deux choses qui sont quand même différentes. Mais voilà, et pour revenir à Esther Duflo, l'économie, c'est la discipline qui a été écoutée par le monde politique depuis des décennies. Ça a toujours été écouté, et en fait, les autres centres sociaux n'ont jamais été écoutés. Et des économistes comme Hayek et tout ont bien persuadé les autres que ça n'avait aucun intérêt de les écouter, qu'il n'y a que les économistes qu'il fallait écouter. Alors, je ne vais pas faire de l'anti-économisme primaire, hein, mais il y a eu quand même un problème à un moment donné dans le déploiement de cette discipline. Je ne sais pas si on en est encore là aujourd'hui, je ne sais pas. Mais moi, quand j'ai constaté ça, j'étais quand même vraiment étonné, quoi, qu'on puisse statuer sur un objet en faisant fi de ce que la discipline qui avait construit l'objet, parce que le climat, c'est pas la notion de climat du GIEC, c'est pas du tout celle du sens commun, ça n'a rien à voir. C'est une notion totalement constituée par les sciences du climat. Donc comment tu peux traiter dans une autre discipline ce problème sans regarder ne serait-ce qu'un petit peu ce que disent les sciences du climat? Ça paraissait bizarre. Juste, même pas pour ajouter peut-être un ou deux points. Vous disiez effectivement comment on s'y prend. On rame. On rame très fort dans n'importe quelle université. Je pense que, voilà, moi j'ai envie de dire un ou deux exemples, parce que vous avez dit comment vous y prenez. Donc j'essaie de vous donner deux exemples. Et puis je finirai par la finance. Des exemples positifs quand même. Nous, en fait, Dauphine, il est dans un press, on appelle ça un press PSL, Paris Sciences et Lettres. On est plusieurs établissements dans un même grand ensemble, on va dire ça comme ça. PSL, quand même, malgré que dedans, il y a l'ENS, il y a Dauphine, il y a les mines, il y a l'école de chimie, etc., a mis sur la table, je ne sais plus, je crois que c'est 3 millions sur l'écologie, projet de recherche, financement de projet de recherche, etc. Bon. Ok, c'est une goutte d'eau, je ne sais même pas comment appeler ça, c'est une poussière, mais quand même, ça montre quand même, ça montre qu'on... Voilà. Non, mais en fait, voilà, c'est une belle goutte d'eau, c'est ça. Donc en fait, on peut dire quand même que... c'est pour ça que j'ai envie de dire 2-3 choses positives, en disant il y a quand même un accaparement, et là, pour le coup, c'est valorisé. En fait, on ne peut pas postuler si on n'est pas de plusieurs établissements, et donc de plusieurs disciplines. Donc en fait, c'est transdisciplinaire. En plus, il faut un acteur non académique pour postuler. Donc ça demande une sacrée coordination, ça demande de s'écouter entre collègues si on veut vraiment postuler, en fait, proposer un projet. Je trouve ça assez génial. Je crois que c'est la première fois que ça existe. Donc voilà, donc, petit exemple. Moi, moi j'en suis. J'essaye d'y être et d'écouter, et c'est pas évident, et c'est là où on voit les difficultés de s'écouter, de pouvoir monter des projets en fait transdisciplinaires, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans nos universités, enfin, moi je sais que dans la mienne, qui est pas non plus, j'en parlais avec monsieur, qui est pas le numéro 1 de la sobriété, Dauphine, enfin sinon ça se saurait, c'est plutôt la finance que la sobriété. Mais n'empêche que moi j'ai dû faire un chantage, et je le dis parce que finalement je suis assez fière de moi. En fait, on voulait, vous savez, dans toutes les universités, voilà, il y a des voyages d'études. Et en fait, moi, on me faisait faire donc un cours sur la sobriété, c'est très bien, mais par contre après, les mêmes étudiants partaient en avion en Islande pour 4 jours. Donc là, en fait, voilà, j'ai carrément pris... je suis pas très fière d'avoir fait un chantage. Je me dis, écoutez, allez-y, mais moi, j'arrête mon cours immédiatement. Ça ne sert à rien. Enfin, quelle cohérence! C'est très agaçant, en fait, de voir les mêmes étudiants qui vont faire un cours sur la sobriété devant moi, je vais faire le clown devant eux, et après, qui vont prendre un avion 4 mois plus tard pour aller en Islande pour 5 jours. Enfin. Et donc, j'ai dit que j'arrêtais mon cours, tout simplement. J'ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci, moi... Pas de problème, moi j'arrête mon cours, parce que j'ai d'autres choses à faire que ça, quoi. Et alors là, ça a été il y a eu des votes, ça a été les étudiants sont assez engagés, sont mis dedans, dans tout ça, et finalement, ça a été
donc annulé le voyage. Et donc il n'y a plus de voyage scolaire dans notre mention. Donc là aussi c'est 300 étudiants, mais c'est quand même 300 étudiants qui ne partiront pas en avion. Voilà. Et finalement, il faut peut-être en arriver là, peut-être faire du chantage, dire je ne donnerai pas cours là-dessus et j'arrête immédiatement mon cours. Mais allez-y, mais moi j'arrêterai mon cours. Et en fait, je sais pas si peut-être il faut en arriver. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Je peux vous assurer que j'étais pas fière. On aurait dit un enfant. Ouais, on était 20 collègues. Moi, j'étais un peu honteuse quand même de dire, moi j'arrêterai mon cours. Ça va un peu enfant. Mais finalement, écoutez, si ça produit ces effets-là, s'il faut se ridiculiser comme ça, pourquoi pas finalement. Voilà. Donc là aussi, c'est un épiphénomène. Maintenant, j'ai pas du tout encore ce pouvoir-là sur la finance, puisque je finirai par ça. Donc la finance, c'est une théorie. Je suis un bon clown pour eux. Tout au mieux, on me dit qu'il y a des cours de finance verte. Ouais, voilà, c'est même pas la peine. Je crois que vos rires sont évocateurs à ce niveau-là. Et pour l'instant, non. Et puis c'est ce que disait Nathanaël. Le problème, c'est ça, c'est que il faudrait construire tous les programmes à partir de l'épistémologie et on n'en est pas là. Alors avec Dominique Méda et d'autres collègues, tous nos L1 et L2 sont formés aux enjeux écologiques, donc c'est hyper bien fait et Dominique est complètement à l'initiative de ça. C'est qu'en fait ils ont je crois que c'est 18 heures. Et en fait, on va tous prendre un cours. Moi, je vais prendre un cours en écologie, je vais prendre un cours en sociologie. Et en fait, on va être formés pour cela. Donc en fait, on est, je ne sais plus combien d'enseignants, merci. Voilà. Et en fait, on va avoir des heures de formation par les collègues, donc par nos pairs, formés en sociaux. Alors voilà, c'est pas de très grand niveau, mais quand même. Et en fait, on a tous, moi j'ai pris, je crois que c'est un cours de 60 étudiants, et on va avoir 6 leçons comme ça. Donc Dominique Méda, Stéphanie Mongeon qui est économiste, Dominique qui est sociologue, voilà, elles ont fait ça. Et en fait, on s'est inscrit, des volontaires, à faire ça. En fait, si vous voulez, tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que quand même, on ne peut pas dire que ça n'avance pas. À quel prix ? À quel prix ? À quelle motivation ? Parce qu'en fait, quand on fait ça, on ne fait pas autre chose, vous le savez, le coût d'opportunité est quand même très grand. Et pourquoi faire ? Parce qu'on y croit, il faut vraiment y croire, très 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 fort quand même pour le faire. Et après, vous avez le cours du collègue en finance qui va tout massacrer ça, quoi. Ou alors en économie qui va dire capital, travail, ressources naturelles, machin, tout ce qu'on a été biberonné là-dessus. Bon, voilà. Voilà ce que. Donc non, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Faites du chantage. J'étais 2 doigts me rouler par terre, je peux vous assurer. Je pense que j'étais pas sûre de me massacrer le dos, j'aurais pu le faire. Mais je crois que des fois, il faut être ridicule. Je crois qu'il faut en passer par là. Si on y croit vraiment, je pense qu'il faut, quitte à être ridicule. Voilà, je suis plus ridicule, je ne suis pas. Non, mais finalement, ça crée un petit électrochoc aussi. Enfin, tu vois, je veux dire, que tu te mettes dans cette position, même si c'est ridicule, peut-être que c'est ce qui fait que les autres qui ne s'étaient pas posé la question vont changer de paire de lunettes et se dire, tiens, tu vois, peut-être on a oublié de considérer une partie de l'équation. Allez, dernière question, puis après... Ah oui, tu voulais poser une question avant, pardon. Oui, après on va festoyer. Je veux dire, la première chose, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans les sciences ou l'écologie en ce moment une exigence de savoir qui est beaucoup plus forte que toutes les exigences qu'il y a eu avant ? Par exemple, on a parlé d'Adam Smith tout à l'heure et d'Amartya Sen, mais la lecture d'Adam Smith par Amartya Sen est une lecture qui montre l'essentiel du rôle de l'État dans le 3e devoir du souverain et qui montre que Smith est très interventionniste. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà un inventaire à faire dans chaque domaine de savoir des bases qu'il y a, je pensais en philosophie aussi, que ça soit Spinoza ou le taoïsme ou l'animisme, ou les peuples premiers, est-ce qu'il n'y a pas comme ça tout un inventaire à faire des choses qui existent, mais un inventaire, je dirais, qui sert à militer, parce que la deuxième chose, c'est, je pense qu'on est en train de vivre au XXIe siècle l'affrontement entre le fascisme et l'écologie, en gros, l'écologie en tant que science. Donc on voit bien les intérêts qu'il y a là-dedans, qui sont terribles, etc. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas créer une superstructure, puisque j'ai employé le mot, qui nous rassemble et qui soit de politique au sens large, enfin je ne sais pas, qui reste à inventer, qui serait transitive et intéressante, voilà. Et parce que le 3e point, c'est quand même de plus en plus d'initiatives un peu partout, de micro-initiatives ou d'expériences intéressantes qui sont de plus en plus nombreuses. Et c'est peut-être pour ça que déjà le pouvoir réagit, parce qu'il se sent déjà peut-être en danger aussi. Donc peut-être que tout ça est plus optimiste que ce qu'on pense, même si les urgences sont là et les limites. Si je peux rebondir là-dessus, mais c'est un énorme problème, parce que ça veut dire que si effectivement
L'enjeu de l'époque, c'est soit la fuite en avant technosolutionniste et donc en fait autoritaire et fasciste derrière, avec des perspectives d'abandon ou de destruction d'une partie de la population, et de l'autre la renaturation. Ça veut dire que ça ne peut pas être tranché démocratiquement. Parce que pour qu'on puisse trancher démocratiquement, il faut qu'il y ait une espèce de consensus en creux qui soit commun aux deux parties de l'alternative. Si on regarde comment on a fonctionné depuis la fin du 19e avec la droite et la gauche, droite et gauche, c'était deux manières différentes d'atteindre des objectifs communs. Je m'explique. Le premier point de consensus, c'était il fallait maximiser la création de richesses. Alors, côté gauche, en rationalisant la production, côté droite, en libérant les acteurs économiques. Et la richesse produite, il fallait la redistribuer. Côté gauche, avec un critère plus égalitaire. Côté droite, avec l'idée qu'on distribuait au prorata des mérites des uns et des autres. Bon. Et là, ok, il pouvait y avoir une alternance, mais la société, que ce soit à droite ou à gauche, elle avait une espèce d'orientation commune fondamentale. Là, aujourd'hui, et le fait que les partis de droite soient allés du côté de l'extrême droite et avec le même refus des enjeux écologiques, ça nous montre que les choix qu'on a à faire aujourd'hui ne sont plus du tout solubles démocratiquement. Et ça, pour moi, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Et dans un cas renaturé, etc., c'est effectivement, ça présuppose des croissances, ça suppose de concevoir différemment, avec un timing différent, la question du confort, de la richesse, etc. Et ça prend quand même de front tout le dispositif économique. Et puis de l'autre, on le voit aujourd'hui, c'est une violence complètement dingue, quoi. Et on le voit avec l'intelligence artificielle, on le voit avec les réseaux sociaux. Aller dans ce sens-là, c'est vraiment détruire et la nature, et les solidarités sociales, et l'intelligence humaine. Ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Et donc on voit qu'on a cette espèce d'opposition, et je ne suis pas bien sûr que ce soit très clair dans la tête des gens. Mais du coup, ça repose de façon indirecte la question de la violence, la question dans la cité. Qu'est-ce qu'on fait si effectivement l'enjeu c'est soit ça, soit ça? Et l'arrivée au pouvoir de Trump et l'association de Trump avec l'extrême droite de la tech, et on voit comment une très grande partie du patronat, pas tout le monde, hein, mais une très grande partie du patronat français s'est rangée derrière Trump. On voit en ce moment comment l'Union européenne se range derrière Trump. Nous sommes des esclaves des Américains, nous sommes très contents de l'être et on va continuer. Waouh, c'est quand même, les amis, assez trash. Hein. Mm. En même temps. C'est une réflexion liée à vos difficultés. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que, en tant que population, on est un peu comme les grenouilles avec l'eau qui chauffe. C'est un peu un classique, hein, mais oui. Et du coup, la biodiversité, il y en a 69% visiblement qui sont partis, mais sensiblement, qui le sent ce truc? Et qui en souffre vraiment. Oui, il y a quelques agriculteurs, il y a moins d'abeilles et tout ça, mais c'est une minorité. Alors comment vraiment rendre les choses oui, les personnes qui lisent, qui croient en ce qu'ils lisent, ils arrivent à y croire, mais ça reste une minorité. C'est pour ça aussi, je pense que les écologistes veulent être élus. Et donc, du coup, ils se déradicalisent complètement. Peut-être se radicaliseront-ils quand ils prendront le pouvoir, mais on est en démocratie et l'eau chauffe et le monde s'en fout. C'est un peu ça le constat. Et comment on peut contourner ce... Quels sont les... Je te regarde parce que peut-être tu as des clés, mais comment on peut percer cette bulle de... Il y a peut-être...
comme ça, en réfléchissant rapidement, hein, donc quand on réfléchit rapidement, c'est jamais très bon, mais bon. Il y a deux éléments. Pour répondre aussi à une autre remarque, il y a un bouquin que moi j'ai toujours trouvé très important dans l'histoire de l'écologie politique, c'est le livre de Serge Moscovici sur la psychologie des minorités actives. Alors c'est pas du tout un livre qu'il a fait sur l'écologie, mais en tant que psychosociologue, et en plus ça a été vraiment un grand théoricien de l'écologie politique, un des premiers, et qui à un moment donné a renoncé parce que pour des tas de raisons. Mais c'est le père de Moscovici, l'autre. C'est comme quoi la tradition familiale, ça marche pas. Et donc Serge Moscovici explique que l'important, c'est pas de faire nombre, c'est d'être suffisamment organisé et convaincu du projet qu'on porte pour faire basculer à un moment donné les rapports de pouvoir. Alors, c'est vraiment dans une inspiration très marxiste, sauf que lui, c'est pas la prise de pouvoir par les armes, mais c'est plus dans une logique de finalement résister et ne pas renoncer. Et ça, c'est extrêmement compliqué quand on est militant. Et ici, dans la salle, des vieux militants écolos, etc., c'est très difficile de constamment revenir sur la fin du monde. Par exemple, sur ces questions-là. C'est fatigant pour tout le monde, c'est fatigant pour ceux qui le disent, c'est fatigant aussi pour ceux qui écoutent. Et donc, Serge Moscovici dit, mais à partir du moment où on est convaincu et qu'on est en acte, en action, c'est beaucoup plus facile à combattre. Et puis la deuxième chose, par rapport à ta question spécifique, quand je faisais mes études de Sciences Po, j'avais été frappé par un auteur qui s'appelle Serge Sfez. Et lui, il disait, ce qui est important dans la structure de l'État, c'est qu'il crée des fictions instituantes. Et ça, c'est une notion vachement intéressante. C'est pas que la réalité est celle-là, mais elle va devenir cette réalité. Par exemple, quand on invente un État démocratique qui défend la liberté individuelle, ça n'a aucun sens quand les révolutionnaires français prennent le pouvoir et qu'ils décrètent « tous les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit », c'est une fiction instituante. On décrète que la liberté est fondamentale, que l'égalité est fondamentale. Et après, on va créer des institutions, on va créer un code juridique, on va créer le droit de la propriété privée qui incarne ces notions-là. Donc tu vois, des notions qui sont invisibles, l'égalité, parce que c'était pendant plus de 800 ans avant, on était sur un principe hiérarchique et de division des ordres sociaux, et d'un seul coup, ça a mis 200 ans dans les idées, mais en tout cas dans la concrétisation formelle politique, c'est en quelques décennies où on décide d'incarner cette situation-là. En 1789, tout le monde est libre. Les femmes, les hommes, les juifs, les esclaves, etc. Puis après, on va revenir dessus parce qu'il ne faut quand même pas rigoler, il y a quand même des choses sérieuses. Mais la fiction instituante, c'est rendre quelque chose qui est indicible une réalité objective. Et on l'incarne dans les institutions, dans les commémorations, dans les symboles de la République, etc. Et je suis intimement persuadé que lorsqu'on aura une minorité active suffisamment... alors c'est un peu utopique ce que je raconte, mais c'est pour ça que je te dis, là je réponds de manière très rapide, une minorité agissante qui sera suffisamment ancrée dans la conviction profonde que si on ne fait rien, on aura et le fascisme, et la violence, et la destruction, de dire, eh bien maintenant il faut incarner ça. Comment on incarne la biodiversité? C'est une vraie réflexion. Il y a des tentatives d'expérimentation, etc. C'est compliqué sur le temps long parce que quand on est en concurrence avec la misère sociale, considérer que la misère du monde vivant est aussi importante, vous voyez, il faut créer des passerelles. Mais ce n'est pas impossible. Après tout, on a quand même réussi pendant plus de 2000 ans à nous faire croire qu'il y a un petit ami imaginaire là-haut qui nous dictait nos volontés et qui organisait nos modes de vie. Et il y a encore des gens qui le croient. Donc, en termes de croyance, on peut réussir à construire toutes les fictions. Mais comment on l'institutionnalise? Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai ton église. Tant qu'on n'aura pas effectivement une classe politique qui incarne véritablement l'idée que l'effondrement du vivant, la crise climatique sont des réalités objectives sur lesquelles on doit bâtir notre église, effectivement, on va perdre du temps. Mais honnêtement... et troisième hypothèse complètement farfelue, et malheureusement je pense que c'est celle qui va arriver, c'est que nous aurons un fascisme vert, qui lui va bien comprendre à un moment donné la portée violente de la destruction du monde et qui mettra en place un ordre coercitif qui nous permettra d'organiser une sorte de statu quo sur le monde. Le seul problème, ce ne sera absolument pas démocratique. Alors il y a un bouquin, moi que je recommande à tous les étudiants de lire, c'est Dune. L'Empire Dieu de Dune, etc. Et surtout le dernier, celui qu'on ne voit pas trop, etc. Et lui,
l'empereur de Dieu de Dune impose pendant 10 000 ans un ordre coercitif, mais d'une effroyable violence. Et son projet, on sait que je ne spoil pas parce que ça vient toujours dans le bouquin et tout, il dit « Je vais vous contraindre à la diversité ». C'est qu'à un moment donné, vous allez tellement considérer que mon ordre est insupportable que vous allez vous révolter et imaginer des solutions possibles. Et nous, on est encore en train de se dire qu'on va négocier avec le capitalisme, avec les vieilles idéologies du marxisme qui ont fait leur temps et qu'il faudrait vraiment enterrer une fois pour toutes. Et on va considérer encore qu'on a encore du temps de négocier, etc. Et là, d'un seul coup, nous, on est pris à la gorge. C'est ce que disait René Dumont en 1974. Hein, je suis pris à la gorge, il faut accepter l'urgence et réagir par rapport à cette urgence. Donc, est-ce que, malheureusement, on devra passer par un État fasciste qui enfin prendra en considération la question écologique pour organiser une pacification de la société? S'il faut en passer par là, si on rejoint la mythologie de Dune, eh ben, passons-le, si ça nécessitera de sauver la plus grande part de l'humanité. On en est là. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, je ne veux pas de la violence, je ne veux pas d'une fin de la démocratie, mais si cette démocratie ne réussit pas à négocier ses propres limites, malheureusement, on aura soit un empire commercial façon Musk qui va dominer et organiser la répartition des richesses et de l'organisation sociale, soit des espèces de fascistes à la hongrois, là j'ai oublié son nom, Orban, qui me semble la meilleure préfiguration au nom de la défense de l'identité nationale, de préserver le patrimoine naturel hongrois. Vous voyez, cette espèce de conciliation qui permettra les choses, etc. Voilà, il faut se préparer à ces hypothèses absurdes qu'il y a 10, 15, 20 ans, on considérait comme des hypothèses absurdes. Et maintenant, malheureusement, c'est des hypothèses qui deviennent de plus en plus probables. C'est affreux ce que je suis en train de dire, hein, de se résoudre. Moi qui ai passé ma jeunesse ici à Lille, à aller taper sur la gueule des skinheads pour pas que l'extrême droite passe, et maintenant de reconnaître et de me dire, putain, peut-être que le pouvoir coercitif sera peut-être une solution. Alors ce que j'espère, c'est que ce sera un pouvoir coercitif basé sur l'expérimentation de ce que Hans Jonas a appelé la dictature des savants. Voilà, vous voyez, on en est là à soulever des hypothèses qui jusqu'ici paraissaient des hypothèses, mais improbables et impossibles de raisonner à partir de ça. Je termine là-dessus. La science de l'écologie, et encore une fois, c'est dans Dune, Frank Herbert dit l'écologie, c'est la science des conséquences. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut plus s'interdire d'imaginer, de prendre au sérieux, de travailler sur des hypothèses qui, il y a encore peu de temps, on considérait comme des hypothèses absurdes. La conséquence, c'est que si on ne fait rien sur le climat, ça va être encore pire. Donc comment on arrête ça? Eh bien, peut-être qu'un régime autoritaire, éco-autoritaire, ce que j'évoquais tout à l'heure, sera une nécessité. J'espère juste que ce régime éco-autoritaire ne soit pas basé sur des principes racialistes et différentialistes, mais qu'il le fasse au nom de l'écologie. La frontière, ça va être compliqué. D'où une minorité active, agissante, comme les mouvements écolos radicaux, qui pèsent justement pour des modes de décision autoritaires. Parce qu'on m'expliquera ce qu'on voudra, mais les soulèvements de la Terre, c'est loin d'être un mouvement démocratique. Extinction Rébellion, c'est loin d'être un mouvement démocratique. S'ils imposent leurs orientations, c'est effectivement une imposition normative et politique. Et dans ce cas-là, on rend le monde vivant, effectivement vivant dans la négociation politique, et on permet d'élaborer des solutions politiques un peu plus viables pour l'ensemble de la population. Mais à quel prix ? Vous imaginez le renoncement à un certain nombre d'imaginaires démocratiques. C'est affreux ce que je suis en train de dire, il faut qu'on arrête là. Il est temps de boire là, il est temps d'oublier. Merci Ankura. Oh là 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 là. J'avais dit que c'était la dernière là. Merci. Oui, je suis assez émue parce que c'est pas rien ce qu'on est en train de partager. Alors moi, j'ai écouté plus de radicalité, aller chercher les milliardaires, enfin bon, des choses, on entend parler de violence. Moi, je me souviens que ma mère disait, quand il y a beaucoup de problèmes, une bonne guerre, ça arrange tout. Alors, je me demande quand même, je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est pas vers ça qu'on va, tout simplement? Il y en a qui, enfin, c'est M. Bourg qui disait, faut éliminer une partie de la population.
Non, mais que ça serait un projet. Hein. Donc, vous avez dû être traité de complotiste, j'imagine. Mais en tout cas, moi, quand je regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, vers quoi on va? Vous avez vu Sainte-Soline, ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Donc, la radicalité, on n'a pas beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de force en face. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Enfin, moi, je ne peux pas faire grand-chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, même les mouvements dits radicaux, face à ce qui est en face à un Trump, même Poutine, enfin bon, face à tout ce qui se passe partout, l'extrême droite qui est 30% passée, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des Sainte-Soline, on va se faire... Moi, je ne vais plus en manif depuis quelque temps, parce que je n'ai pas envie de me faire gazer, éborgner, etc. Macron, il n'arrête pas de parler de la guerre. Il y a que ce mot-là à la bouche. Au moment du Covid, on a cru qu'on allait faire quelque chose parce que, on avait écrit pas de retour à la normale. Bon, mais c'est reparti, plus vite que c'est reparti carrément. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je crois, enfin, peut-être je suis défaitiste, pessimiste, on me le dit souvent, mais en tout cas, je regarde ce qui se passe. Vers quoi on va? Je crois qu'on va vers une guerre générale et que ça va faire beaucoup de morts, effectivement. Et si ce n'est pas la guerre, ça sera une tyrannie, une dictature fasciste. Comment? Oui, non, une dictature. Non, pas éclairée. Je n'y crois pas trop à la dictature verte, en fait. J'y crois pas parce que les verts, ils sont trop gentils. Ah non, c'est pas eux qui la feront. Hein. Oui. Non, mais les fascistes, ils s'en fichent. Enfin, ils sont pas du tout écolos, donc je vois pas pourquoi ils feraient une dictature verte. Quand il faut écouter le Rassemblement national, ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir avec l'écologie. Donc moi, je les vois pas du tout aller là-dedans. Donc non, le fascisme, c'est Trump, c'est pas du tout écolo. Non, c'est pas écolo du tout. Voilà. Donc on est au début, ça va monter. Hein. Donc, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez vraiment qu'on a une petite chance de ne pas tous mourir avant les milliardaires? Moi... J'ai deux petites questions. La première, c'est... après, je suis arrivé qu'à 17h, donc il y a certaines choses que je n'ai pas forcément entendues. Je ne pouvais pas venir plus tôt, j'avais cours. Je vous en prie. La première question, c'est on parle beaucoup du réchauffement climatique et là où on parle beaucoup forcément de ses conséquences, mais elles sont souvent aussi, certaines de ces conséquences sont aggravées par tout ce qui est toutes les attaques, les destructions de la biodiversité et du coup je pense qu'en centrant trop le sujet sur le réchauffement climatique, on écarte parfois un peu trop les questions de la biodiversité, alors que justement ça peut permettre d'encourager davantage les personnes à s'y impliquer, parce que pour la biodiversité, on peut plus s'impliquer localement, alors que beaucoup peuvent être découragés pour le réchauffement climatique, puisque c'est quelque chose de global. Donc je voudrais savoir si vous avez déjà parlé de ça tout à l'heure. Et la deuxième question, par rapport au nucléaire, vous êtes venu à la conclusion que c'était un non-sens écologique. En fait, personnellement, je pense au nucléaire plutôt en considérant les réacteurs de 4e génération pour le recyclage des déchets nucléaires. Et on va dire ce qui est nécessaire pour le médical, parce que c'est aussi utilisé dans ce domaine-là. Et donc je voulais savoir qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion. Merci. Pour la biodiversité, c'est ce que j'ai expliqué dans la conférence avant, je vous fais un résumé, c'est plus important que le climat pour moi. Mais c'est parce que les situations d'irréversibilité sont beaucoup plus rapides pour le vivant que pour le climat. Et la capacité d'adaptation au dérèglement climatique sont plus importantes que la disparition massive des espèces qui vont avoir des conséquences très rapides sur l'organisation des sociétés humaines, notamment sur la question de la production agricole. Sur la question du nucléaire,
Alors c'est peut-être parce que je suis un vieux militant écolo et que c'est consubstantiel l'antinucléaire à la culture écolo. En tout cas, ça l'a longtemps été. Maintenant, là, on a fait un entretien avec Antoine Bechter, je ne sais pas si ça vous parle, et il avait fait quand même des grandes pages dans son bouquin en 88 contre le nucléaire, et maintenant il trouve que c'est plutôt une solution, une bonne solution. Bon, voilà, on peut changer d'avis, mais on peut arrêter aussi de dire des conneries de temps en temps. Ce qui est intéressant par rapport à la question du nucléaire, et là vous revenez à un problème technique. C'est qu'un problème technique pour vous. Vous voyez, c'est on va optimiser les déchets pour la prochaine génération. Déjà, c'est la fable que moi j'ai entendue à votre âge, et c'est toujours pas réalisé, hein, vu les milliards qui sont investis là-dedans, etc. C'est pas ça le problème de l'enjeu du nucléaire. Le problème de l'enjeu du nucléaire, c'est que c'est une dette écologique phénoménale sur les générations futures. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution pour les déchets et on n'en aura probablement jamais tellement c'est compliqué à gérer. Et donc, il va falloir projeter sur le temps long une gestion d'infrastructures, de contrôle, d'investissement financier, de savoir qu'il va falloir transmettre pendant plusieurs milliers d'années. Okay ? C'est ça la question du nucléaire. Civil et militaire, hein, je ne dissocie pas les deux. Or, il n'y a aucune société qui est capable d'organiser son fonctionnement pour assurer la permanence de la transmission d'un savoir, d'une infrastructure et d'une logistique. Vous allez foutre un poids financier phénoménal sur les générations futures, d'obligations, d'entretien de ces cocottes minutes et tous les dérivés et les bombes, etc., etc. Et ça, c'est prendre un risque extrêmement important pour les générations futures, sans qu'elles aient leur mot à dire. Autrement dit, vous voyez bien que vous allez différer la responsabilité de la gestion d'un outil qui nous est considéré comme important parce qu'il renvoie à une impossibilité de gérer la sobriété, qu'évoquait tout à l'heure Valérie. Et donc, on continue à vouloir vivre dans l'ébriété énergétique. On invente des dispositifs qui vont différer le fait qu'on va devoir gérer effectivement la baisse du fossile en redéployant un investissement technique et un investissement financier. Et le souci, c'est qu'on n'a pas de solution par rapport à ça. Et donc, c'est extrêmement grave quand quelqu'un comme Jean Covici, qui, par ailleurs, c'est plutôt quelqu'un qui est proche de ce qu'on vient de raconter aujourd'hui, mais qui, sur le plan de la question du nucléaire, reste un ingénieur. Les ingénieurs sont des gens qui fétichisent l'idée qu'on va trouver des solutions. Et là, il n'y a pas de solution. Honnêtement, il n'y a pas de solution sur le plan de la régulation de ces questions-là. Alors, je termine là-dessus. Je donne toujours cet exemple-là aux étudiants. C'est la NASA qui, il y a quelques années, avait mis un groupe de travail en demandant à des ingénieurs, des énergéticiens, enfin tout le barnum de l'élite centrale, polytechnique en France, etc., pour trouver une solution pour le contrôle et la sécurisation des sites nucléaires. Pas la gestion, hein, la sécurisation des sites. Autrement dit, sur 1000, 2000, 3000, 4000 ans, 5000 ans, comment on fait pour sécuriser le fait que les gens, dans 5000, 10 000 ans, ils n'aillent pas jouer avec les déchets nucléaires qu'on n'aura pas résolus, okay ? Et on ne pourra pas, même si vous trouvez la solution pour les réutiliser dans certaines centrales, il restera une masse de stock innombrable. Eh bien, il n'y a pas de solution. Et ils ont fait appel à des scénaristes, des romanciers, des fictionnels, etc. Et finalement, la seule solution, il faut inventer une religion. C'est la seule manière, dans le temps, de maintenir l'idée que là, c'est tabou, tu n'y vas pas, parce que c'est dangereux, parce que les dieux, ceci, etc. On ne sait pas pourquoi, mais tu n'y vas pas. Okay, et je vous invite, si vous avez encore des velléités nucléocrates, lire la très bonne BD Le droit du sol de Dagoneau, qui montre très bien ça, comment il y a 10 000 ans, il y a des gens, des femmes probablement, qui ont dessiné des dessins sur des grottes dont on a complètement oublié la mémoire, etc. C'est pas grave, c'est des ruines réversibles. Sauf que nous, on met en place des ruines irréversibles qu'on va devoir gérer dans 10 000 ans. Et là, on n'a pas de solution de la transmission, etc. Si vous rajoutez, et pour répondre à madame, le risque de guerre qui va être associé à ça, eh bien, la transmission de la mémoire du risque, elle va complètement disparaître. Donc, est-ce que vous êtes prêts à prendre ce risque pour notre confort immédiat ? Moi, je trouve que ça ne vaut pas le jeu. Et l'argument complètement fallacieux de la médecine, c'est vrai, hein, ça soigne bien la question du nucléaire, c'est exactement l'argument fallacieux dans les OGM, il y a quelques années, où on disait aux faucheurs d'OGM, n'allez pas faucher des champs d'OGM, parce qu'avec certains plans, on va soigner les maladies transgéniques, dont les myopathes.
On est à la 5e génération d'OGM, que je sache, on n'a pas résolu le problème des myopathes, malheureusement, par ces choses-là. Et donc, vous voyez encore une fois comment on utilise la science comme caution pour maintenir un système productif économique, nucléocrate d'un autre côté, et l'agrobusiness de l'autre côté. Et là aussi, il faut encore s'interroger sur la responsabilité du corps des ingénieurs d'une manière générale, sur le maintien d'une culture de l'innovation. Je vous renvoie à un livre magnifique de Franck Adjeri, qui a travaillé sur le concept, la mythologie du principe de l'innovation. Je trouve que ce bouquin, il devrait être lu obligatoirement par tous les étudiants, élèves, ingénieurs, quelle que soit leur discipline, en disant réfléchissez sur ce que vous appelez l'innovation. Et l'innovation, c'est pas le progrès, c'est pas le bien-être, c'est pas l'amélioration. Et le nucléaire, c'est la plus grande esbrouffe qu'on a réussi à imposer. Et je vous parle même pas de la dissuasion nucléaire. Et ça nous emmènerait trop loin. Voilà. Agérie. A-2-G-E-R-I. C'est un livre fabuleux. En plus, c'est très bien écrit. Dominique, tu voulais dire un truc Je voulais revenir sur deux choses. L'histoire de la grenouille, parce que justement, ce qui nous arrive en termes de climat et de biodiversité, ça va quand même passer par des seuils un peu visibles. Et donc, ça donne une forme d'espoir dans des réactions possibles, mais pas plus. Sur la question du nucléaire, je comprends très bien ce que dit Bruno, mais si on l'arrête aujourd'hui, ça ne change rien à ce que tu as dit. Le problème, il est déjà là. Alors, moi, je ne serais pas aussi affirmatif que toi sur l'histoire de la 4e génération des sels fondus. Après, est-ce que ça résout le problème des déchets? J'en sais rien. Est-ce que ça pourrait le réduire? Probable. En fait, toute la difficulté, si tu veux, c'est que on est avec des technos et par définition, ça évolue. Et il y a des problèmes qui peuvent jamais résoudre. Une technique ne résout jamais rien, elle peut déplacer. Et donc voilà, moi je serais moins affirmatif tout en reconnaissant tout à fait ce que tu as dit. C'est-à-dire non, mais sur l'histoire de la transmission et d'avoir un langage qui peut traverser les millénaires. Même les religions, la seule qui a vraiment traversé les millénaires, c'est le chamanisme. Mais le problème du chamanisme, c'est que tu peux mettre un peu n'importe quoi dans la machine. C'est-à-dire que justement, c'est d'intéressant que par rapport aux grandes religions monothéistes, etc., c'est pas une religion identitaire. C'est-à-dire, elle peut fonctionner avec des carburants très différents. Donc, il n'est pas sûr qu'elle puisse nous donner quoi que ce soit en matière, si tu veux, d'un danger comme ça et très précis. Non, je le vois plutôt en chaman qu'en grand prêtre. Je suis désolé, mais dans je suis sans doute le seul à avoir fait de la théologie et du coup, j'ai pas envie d'être grand prêtre. En étant bien informé sur le sujet. Non, pas trop. Non, juste pour et vraiment pour finir, moi je rebondirais sur exactement ce que vient de dire Dominique, c'est-à-dire oui, madame, c'est pas très optimiste, mais je crois que là, avec tout ce qu'on vous a dit depuis 14 heures, je sais pas comment j'espère que vous allez tous prendre un verre après. Que faire l'action locale. Voilà. Si vous dites que faire, j'ai pas du tout la solution, j'ai pas du tout cette prétention. Que faire l'action locale. Moi, je suis un peu comme vous. J'ai entendu il y a pas longtemps Boris Cyrulnik dire une chose qui m'a effrayée. Il disait que ce que lui, il avait entendu en 38-39, c'est ce qu'il entend aujourd'hui. J'aime beaucoup ce grand monsieur. Je porte beaucoup de crédit à ce qu'il dit. Et quand je l'ai entendu dire ça la dernière fois, il y a peut-être 15 jours, j'avoue que là, pour la première fois, ça m'a mis un frisson dans le dos en me disant, lui, vu l'intelligence, le recul qu'il a, voilà, juste ça. Et malheureusement, je n'irai pas donc positivement, mais je répéterai juste ça, parce que ça m'a fait, pour la première fois, peur. Voilà. Et donc, par rapport à ça, l'action, ça permet de... Monsieur, vous disiez tout à l'heure, je crois, c'est très anxiogène. L'action, ça permet de... Alors, il faut voir quelle action, évidemment. Mais ça permet quand même, je trouve, de diminuer un tout petit peu l'anxiété. Voilà, c'est même une souris ou un hamster. Je trouve que ça permet un tout petit peu de réduire l'anxiété. Et puis, juste, monsieur, par rapport à ce que Dominique vient de le dire, il y a quand même, sur la biodiversité, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en parle un tout petit peu plus. J'ai le sentiment. En tout cas, nous, à l'université, on a fait rentrer le sujet dans l'université. Alors qu'en fait, moi, je fais un truc sur marketing et biodiversité, par exemple. Et je ne suis pas la seule. Ça rentre un tout petit peu, alors qu'il y a même 2 ans d'ici, il n'y avait absolument rien. Et ce que vient de dire Dominique, c'est qu'il y a quand même des signaux qui sont aujourd'hui tangibles. Et alors, vous savez, les gens, même s'ils n'ont rien à faire d'écologie, il y a un truc qu'ils vous disent.
Ah bah les pare-brises, avant, il y avait, vous savez, c'est le printemps silencieux. Je comprends pas pourquoi les gens sont focalisés là-dessus. Mais en fait, si vous entendez un truc, des gens qui n'ont rien à faire de l'écologie, c'est ça. Ah bah maintenant, hein, quand on prend la voiture, bah avant, il y avait des moustiques, mais maintenant, il n'y en a plus. Bon, je me dis si ça doit passer par ça. Voilà. Et vous voyez, de faire une espèce de pédagogie. En tout cas, il y a un truc, et je pense que là, on est tous là pour ça. Il y a un truc qu'on lâchera jamais, c'est la formation. C'est la sensibilisation. Même si c'est une goutte d'eau, c'est sensibiliser les gens, en parler. Voilà. Et je pense que cette collection, elle est vraiment géniale pour ça. C'est-à-dire science et pas dire n'importe quoi, évidemment. Mais science et conscience, ouais, même si la conscience, bon, ça peut être encore très critiqué, mais bon, peu importe. Moi, j'irais science, conscience, action. Et voilà. Et je pense qu'il faut. Nous, on lâchera pas. En fait, moi, je lâcherai pas. Sinon, je me planque dans le Larzac, je me fais un truc des milliardaires sous terre, là, je peux être milliardaire, et puis j'achète 3 chèvres, et puis 2 poules, et je me mets mes tomates, c'est fini, quoi. Et donc, du coup, ouais, c'est du boulot, c'est mal au dos, mais n'empêche que c'est l'action quand même. C'est aussi une action, voilà. Mais je pense que c'est ça qui. Enfin, à mon avis. Et voilà. Merci d'être venu sensibiliser, échanger, voilà. Merci et merci à l'université de nous accueillir avec tout ça. Et merci à Émilie, voilà, si vous voulez encore acheter 1 ou 2 livres, n'hésitez pas. On a besoin de livres.